Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que la vie fait bien les choses. Je vous jure que c'est pas arrangé avec le gars des vues, je vous jure, sur la tête de mon fils. J'avais prévu depuis un petit moment recevoir Louis Morissette. Louis Morissette, il est quoi? Il est homme d'affaires, producteur, auteur, comédien, humoriste. J'avais prévu depuis un petit moment de le recevoir et le hasard fait que ce matin, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, ma chronique porte sur quelqu'un qui s'appelle Véronique Cloutier à la une du magazine Véro, qui est édité par la compagnie de Louis Morissette. Moi, je trouve que la vie fait bien les choses quand même. Cybèle, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est arrangé avec le gars des vues. Moi, j'adore Cybèle. Moi, il est hors de question que Cybèle m'en laisse passer une. T'es vraiment fine. Merci beaucoup, oui. ça aide. Non, mais écoute, je pense que c'est une bonne façon de joindre les deux bouts et de parler de deux sujets parce que j'ai vu un peu ce qui s'en vient dans cette entrevue sans vouloir divulgacher rien. On va peut-être en parler de Véro, justement. Alors, tout est dans tout, comme on dit. Tout est dans tout. Alors, Louis Morissette nous fait la gentillesse de nous accorder un petit moment dans son horaire très chargé d'homme d'affaires. Il est dans son auto, dans un véhicule, donc on espère que la ligne va bien aller. Bonjour, Louis Morissette. Bonjour, ça va bien? Moi, ça va très bien. Rassure-moi, t'es pas en train de conduire pendant que tu donnes une entrevue, Louis? Je peux faire ça parce que à cause de la neige, je suis retardé un peu dans cette belle ville difficile à sortir de. Mais oui, j'ai juste peur. J'ai pas lu le papier ce matin sur la première page du magazine Véro. Fait que je suis inquiet, là. OK. Est-ce que tu penses que je te recevrais le jour même où j'aurais été très vilaine avec Véro? Ben non. Je dis à quel point elle est splendide et à quel point elle est splendide en général. Je lui ai dit la semaine dernière en ondes, ici même. Et je dis que je la trouve courageuse et formidable de se montrer sans maquillage à la une du magazine Véro. Donc, commençons par ça. Louis, comment t'as réagi, toi, quand t'as vu Véro complètement au naturel? Toi, évidemment, t'es habitué de la voir avec sa face de tous les jours, là. C'était pas comme une grosse surprise, mettons. Pas fait le saut. Non, mais en fait, le magazine a comme leitmotiv oser être soi depuis plusieurs années maintenant. Donc, ça s'inscrit complètement dans la continuité. J'étais nullement surpris. En fait, comme si ça faisait un big deal des fois, parce que ça en fait parler énormément. Ouais. Mais pour moi, puis en plus, je suis un homme. Fait que combien de fois je vais me montrer, que ce soit dans des vidéos sur les réseaux sociaux, sur scène, partout, pas maquillé. Je pense que pour un homme, on peut même pas comprendre complètement la portée de ce que ça représente. C'est tout à fait vrai et c'est une injustice dans ce merveilleux monde des médias. C'est que toi, tu peux, par exemple, vieillir en beauté, avoir des cheveux blancs, et tout le monde, évidemment, va dire « Oh mon Dieu, ça lui va tellement bien avoir des cheveux blancs versus une femme, évidemment, qui doit, elle, dépenser des milliers de dollars. » Mais je veux juste savoir, parce qu'on sait que les gens peuvent parfois être cruels sur les médias sociaux. Est-ce que quand Véro t'a dit « dans le prochain numéro, je vais me montrer sans maquillage », est-ce que tu lui as dit fais attention, mon bel amour que j'aime, ne va pas voir les médias sociaux? Est-ce que tu avais cette inquiétude-là? Pas du tout. En fait, je veux dire, concrètement, Véro est très, très au fait de ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux. Même plus que moi. Beaucoup plus que moi, même. Donc, je lui apprends pas les tendances ou le ton que peuvent prendre les médias sociaux. Fait qu'elle savait très bien. Puis, je veux dire, les gens, généralement, ce qu'il y a de moins gentil, c'est « je suis sûr que c'est pas vrai, c'est pas bien qu'elle est maquillée pareil, du fard à joues ». Parce que les gens n'ont jamais vraiment compris non plus une chose dans la vie, c'est que l'éclairage peut aussi tout changer et t'aider. Donc, faire l'unanimité est une chose qu'on a compris que c'était impossible il y a bien longtemps.
Donc, on savait qu'il y aurait un peu de chiolage, il y en a toujours. Mais de façon générale, on ne peut pas s'arrêter à ça. Je pense que les gens sont heureux, fiers, je sais pas, ça décoince et démocratise une certaine normalité. Tout à fait, tout à fait. Ben écoute, quand t'auras fini d'être au volant de ton auto, tu iras lire ma chronique. Elle est très, très gentille et très flatteuse pour Véro. Mais on est là aujourd'hui pour parler de toi. Justement, dans le dernier magazine Véro, t'as écrit un texte qui m'a beaucoup touchée. Ça s'intitule « Le Québec et l'argent » et tu parles de notre rapport très particulier qu'on a avec l'argent à cause du documentaire, justement, de la télé-réalité Vie de rêve sur Crave. Toi, ton rapport avec l'argent, c'est quoi? Est-ce que, par exemple, tu gardes les choses simples à la maison? Est-ce que tu as élevé tes 3 enfants en leur faisant comprendre l'importance, la valeur de l'argent? C'est quoi ton rapport, toi, avec l'argent, Louis Morissette? Mon rapport avec l'argent, c'est une question très, très large, là. Oui. C'est sûr que, tu sais, j'ai toujours voulu faire de l'argent. C'était un objectif dans ma vie. J'ai étudié en business, en administration, avec cet objectif-là qui s'est un peu, je sais pas. Avec les années, c'est une vision qui évolue puis qui change. C'est-à-dire que quand tu es plus jeune, souvent, il y a une vision un peu hollywoodienne de cette affaire-là, où est-ce que c'est associé au succès, c'est associé au bonheur, c'est associé au choix. C'est pas complètement faux, mais en vieillissant, c'est quelque chose qui change beaucoup. Je réalise à quel point on peut atteindre des objectifs financiers et être encore vide à l'intérieur. Et c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes enfants, de dire, c'est pas ça qui va vous driver. Ce qui va vous driver, c'est la passion, c'est le sentiment d'être allé au bout de toi. C'est des choses qu'ils peuvent pas complètement comprendre encore à 22, 20 et 15 ans. Mais j'essaie de planter cette graine-là et de leur faire réaliser la chance qu'ils ont. Maintenant, moi, tu sais, je le dis dans mon spectacle, ce qui m'agace le plus avec l'argent, en fait, là, c'est la pensée un peu de droite, un peu trumpiste, qui s'en vient dangereusement aussi vers le Canada, où est-ce que on dit, si tu veux, va le chercher. Ouais. Et moi, j'en parle en spectacle. J'ai une sœur qui est née avec la paralysie cérébrale. Absolument. Et je travaille en autisme. Donc, je suis à même de constater, puis j'ai constaté très jeune, ça, c'est une des plus grandes bullshit de la vie. C'est pas parce que des fois, tu n'as pas les moyens, que ce soit psychologique, physique, mental, pour plein de raisons. Tu n'as pas les moyens, tu n'as pas la capacité d'y aller. C'est pas tout le monde qui a la même chance et les mêmes moyens, le même coffre d'outils. Fait que moi, c'est une mentalité qui m'exaspère énormément. Ce qui fait de moi quelqu'un qui aime l'argent, mais qui valorise beaucoup aussi le côté plus socialiste de la société québécoise. Ouais, le côté socialiste, ça me fait un petit peu, oui, mais ça m'amuse. Mais je l'ai vu, ton spectacle, Louis, tu le sais. J'ai vraiment, vraiment beaucoup ri. Ton fils Julien est très, très bon aussi en première partie. Vraiment, vous avez du talent, tout le monde dans la famille. Je reviens à ce billet que tu as écrit dans le magazine Véro. Ce que tu dis, en fait, par rapport à l'émission Vie de rêve, c'est que, tu sais, quand on regarde des émissions comme, par exemple, les Kardashians ou la vie des gens riches et célèbres, on n'est pas tellement dérangé parce qu'on se dit c'est des Américains puis tout ça, mais de voir des gens au Québec qui étalent leur richesse, ça nous dérange. Puis je trouvais ça intéressant que tu fasses la différence entre les deux. C'est notre côté judéo-chrétien. C'est quoi qui fait en sorte que quand c'est des Québécois qui font de l'argent puis qui le montrent, on a un malaise? Probablement. Puis je dis pas que j'ai raison. Je dis, moi, ça me rend pas bien. J'essaie de comprendre pourquoi je suis pas bien. Parce que j'adore voir un ou une entrepreneur réussir, quelqu'un qui va au bout de soi-même puis qui amène une idée très loin puis que c'est payant puis que c'est rentable. Je trouve ça fantastique. J'ai pas de problème avec ça. Maintenant, quand je le vois aux États-Unis, c'est comme si c'était, je sais pas, un peu de la fiction. C'est relié à une société à laquelle moi, j'adhère moins. Fait que ça me dérange peut-être moins. Quand je le vois au Québec, oui, ça me trouble. Puis même, je vais aller jusqu'à dire que ça m'exaspère. Parce que dans une société où les gens vont à l'épicerie, puis que ça coûte cher, puis on a de la misère à arriver, puis que c'est pas simple pour tout le monde, d'aller flasher sa richesse,
des chars de même, je trouve ça vulgaire. Oh! Ben, puis je dis pas que j'ai raison encore une fois, juste comment je me sens. Mais par exemple, tu viens d'utiliser le mot vulgaire, qui est quand même un terme assez fort. On sait que dans la série Vie rêvée, il y a Isabelle, la conjointe de Luc Poirier. Luc Poirier, donc, qui est plus seulement millionnaire, il est vraiment proche d'être milliardaire. Et justement, il vient de flasher ses autos qui valent 12 millions de dollars au dernier salon de l'auto. Je veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais est-ce que tu trouves ça vulgaire dans la période économique actuelle de flasher ses autos au salon de l'auto? Ben, moi, ça me ramène juste à la question, pourquoi? Moi, Luc Poirier, qui fasse qu'il y a des entreprises qui réussissent, je lui dis bravo. Puis je lui dis aussi par le fait même, j'espère que ça va. J'aimerais ça que tu t'impliques dans la Fondation Véro Louis si tu as tant d'argent. Tu sais qu'il s'implique dans plein de fondations, mais c'est vrai que ce serait bien qu'il donne un petit million ou deux à ta fondation. C'est subtilement amené, Louis Morissette, hein? Ben, souvent, ces grands entrepreneurs-là sont sur le spectre de toute façon. Fait que, mais ça me ramène la question de pourquoi. Ouais. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça donne? Moi, c'est le bout où je fais comme que tu les aies, les voitures, que tu les fasses, tes voyages. Est-ce que tu as réellement besoin de toujours venir faire une entrevue avec le gros chandail, avec la grosse marque sur le devant pour te dire qu'il vaut cher? Ouais. C'est ce besoin-là d'en mettre plein la vue que moi, je m'identifie pas. Je comprends. Mais en même temps, les gens sont libres, hein? On fait ce qu'ils veulent. Ouais. Il y a ma collègue Cybèle Olivier, qui est journaliste à La Recherche, qui participe à l'émission, qui avait, je pense, soit un commentaire ou une question, Cybèle? Oui, une question. Louis, bonjour. C'est ça, parce que dans votre texte, entre autres, vous parlez de ce qui est gossant, puis on le dit souvent au Québec, la fait de parler d'un petit pain, puis qu'on est petit. Mais si les Québécois commencent à flasher leur argent, peut-être que c'est comme ça qu'ils vont se sentir moins petits, puis qu'ils vont se réapproprier l'espèce de grandeur, que c'est juste un entrepreneur prospère, mais pas un petit Québécois prospère. Pensez pas que c'est ça qui va peut-être amener justement le fait qu'on n'utilise plus ce mot-là? Je comprends, mais tu sais, moi, j'ai pas souvenir que Jean Coutu, Lise Wattier, Alain Bouchard, Serge Godin aient besoin de nous flasher leur richesse personnelle pour que je sois fier en tant que Québécois d'eux et d'elles, que je réalise à quel point ils ont accompli beaucoup en entrepreneuriat sur le plan des affaires. Oui, c'est un terme qui m'énerve, les petits Québécois. C'est un Québécois, c'est une Québécoise. C'est pourquoi c'est associé à être petit. C'est quelque chose qui vient vraiment me chercher. Mais ça va tout chercher dans mon questionnement. Est-ce que je suis moi-même en train de tomber dans le piège judéo-chrétien, de tout revoir vers le bas pour minimiser la richesse de mon voisin, puis j'ai l'air jaloux? Et je me pose toutes ces questions-là, mais j'ai pas la réponse. Tout ce que je sais, c'est que moi, je suis pas bien. Moi, je suis pas bien, puis je fais comme jamais. Puis c'est arrivé là qu'on a déjà vu notre maison, mais on fait bien attention, maison, chalet, auto. Je sais pas écœurer le peuple avec ça. Puis ça m'agace quand d'autres le font, oui. Ouais, parce que c'est ça, à un moment donné, les gens te l'avaient reproché, ou je me souviens plus, c'était Véro qui arrivait pas à rentrer dans elle devait aller à la station de radio, puis elle avait comme trop une grosse auto, puis ça rentrait pas dans le stationnement. Je me souviens plus des détails, honnêtement. Ouais. Fait que donc, les gens t'avaient taquiné là-dessus. On parle évidemment d'être entrepreneur, d'être homme d'affaires. Moi, je voulais absolument souligner aujourd'hui le fait que toi, t'es parti en affaires avec Phil Roy. Vous avez cette entreprise qui s'intitule Tréma. Alors, toi, tu nous vois pas en ce moment, Louis, mais Cybèle et moi, on a devant nous tes 4 exemplaires de café en canette. Donc, moi, je peux pas boire de café à cette heure-ci, mais en direct, à la radio, pour la première fois. C'est la première fois que ça va être fait. À nos risques et périls, Cybèle va en direct décapsuler une des canettes. J'en ai 2 donc sous les yeux. Moi, j'ai café latte vanille et café latte qui serait le régulier. Si je me trompe pas, on nous propose de l'agiter. C'est ce qui est écrit sur la canette. Alors, je vais l'agiter tout d'abord. Puis ça, je trouve ça le fun d'avoir accès à des petites canettes comme ça un peu partout, qu'on les traîne avec nous. Parce que, tu sais, les maudits cafés, des fois, les copes, puis qu'est-ce qu'on fait? Non, mais tu sais, ça se renverse un peu. Donc là, un petit cup, je vais prendre ma gorgée. Prends une gorgée, et pendant que tu prends ta gorgée, moi, je veux en parler avec Louis, parce que, évidemment, en ce moment, avec les tarifs de 25% de imposés par Trump, il y
y a beaucoup de gens qui disent, mais moi, j'utilise plus de produits américains, donc bye-bye Starbucks. Est-ce que tu penses que c'est un bon moment, justement, où les gens vont dire, je vais boire du Tréma au lieu de boire du Starbucks? Ben, je le souhaite. J'en ai parlé sur mes réseaux sociaux. En même temps, je suis très conscient, puis je vais être conséquent avec ce que je disais plus tôt. Le panier d'épicerie est de plus en plus cher. La pression financière sur les gens est grande. Ça, s'il y a un écart de prix, je comprends les gens à un moment donné de dire, ben là, arrêtez de me casser les oreilles avec votre vodka des États-Unis. Faut que j'arrive dans ma semaine. Dans le cas de Tréma, ben c'est le même prix, grosso modo, là, qu'un Starbucks en canette ou en bouteille à l'épicerie. Sauf qu'il y a le tiers de sucre que par rapport à Tréma. Il y a beaucoup moins de sucre dans le Tréma. Donc, je pense qu'on a un produit concurrentiel, puis j'espère que les gens vont profiter de cette occasion-là pour découvrir des produits québécois, effectivement. Ah ben, alors, écoute, je viens d'avoir... Cybèle aime ça. Cybèle aime ça, t'aimes ça? En plus, tantôt, je m'étais dit, bon, imagine, j'aime pas trop ça. Tu sais, comment je l'amène sur quoi? Non, mais vraiment, c'est délicieux. Et surtout, au début, je m'étais dit, OK, la quantité de sucre, on parle de 13 grammes de sucre. Je m'étais dit, peut-être que ça va goûter un petit peu trop sucré pour quelqu'un qui prend un café sans sucre habituellement. Et c'est super bien balancé. Et surtout, le goût du café est authentique. Je trouve que ça goûte pas justement tu sais, des fois, c'est une imitation de goût de café, j'ai l'impression. Alors là, vraiment, belle publicité gratis, mais c'est super bon, Louis. J'adore ça. Alors, merci. J'en ai un, moi aussi, dans la voiture, fait que je fais un toast, ça veut dire super. Oui, d'accord. Et puis, je te donnerai le numéro de notre compte commercial pour que tu puisses nous transférer une grosse somme d'argent pour nous remercier pour cette commandite. Non, je te taquine. C'est vraiment... C'est mon collègue. Sophie, le compte commercial de Québécois, souvent, il me rappelle pas, moi. Excuse-moi, là. C'est parce que j'ai vu ton spectacle d'humour, puis là, honnêtement, ça, c'est une de tes bonnes blagues. Elle est très drôle, mais tu sais que moi, je m'appelle Sophie Durocher. Hein, je m'appelle pas, j'ai pas un autre nom de famille. Donc, juste pour remettre les choses en perspective. Écoute, Louis, je veux quand même prendre quelques instants parce que on a commencé l'entrevue en parlant d'une des femmes de ta vie, Véronique Cloutier. J'aimerais qu'on la termine en parlant d'une autre femme de ta vie, ta fille Raphaël, qui en ce moment joue dans Stat. Moi, j'avais déjà vu Delphine sur scène dans Hair. Elle était fabuleuse. Ton fils, je l'ai dit, il fait la première partie de ton spectacle. Parle-moi un petit peu de comment tu te sens de voir ta belle Raphaël jouer dans Stat. Elle joue le rôle de Eva Jade, pour ceux qui le savent pas. Donc, elle a été blessée à l'abdomen parce qu'il y a eu une explosion à son école. Oui, ben c'est évidemment un grand sentiment de fierté. C'est sûr que, grande dame de certaines personnes du public, il y aura peut-être une autre génération de notre famille dans la sphère publique. Souvent, je leur ai parlé de faire autre chose, s'ouvrir un peu à autre chose, d'ouvrir les ailleurs vers d'autres domaines. Ils pourraient faire ce métier-là strictement par mimétisme. Mais en même temps, eux me répondent que c'est ce qu'ils connaissent, ça les passionne, puis que moi, j'ai l'air d'aimer ça. Pourquoi eux, ils n'auraient pas le droit? Fait que tout ce qu'on veut pour nos enfants, dans le fond, c'est qu'ils trouvent une passion, puis qu'ils aillent jusqu'au bout, puis qu'ils soient motivés, parce que peu importe le domaine, si t'es motivé, puis t'es passionné, ben tu compteras pas tes heures, puis c'est à ce moment-là que ça risque d'être... ça risque d'être un succès pour toi, tu sais, peu importe la définition du succès qu'on a. Fait que j'essaie de les amener au bout de leur passion, de les aider. Puis le Delphine, la semaine dernière, Raphaël était sur Stat, Justin était en spectacle, puis Delphine était à la Cage aux Folles à Québec sur scène. Fait que Gros et moi, on était comme tous les deux, qu'on disait, OK, les trois enfants travaillent. Les trois enfants travaillent aujourd'hui. Mais écoute, c'est notre nouvelle vie. Mais c'est intéressant quand même parce que il y a comme une sorte de dilemme, c'est-à-dire que tu veux pas évidemment que tes enfants soient engagés parce qu'ils s'appellent Morissette. En même temps, tu veux pas qu'ils soient pas engagés parce que c'est les enfants de Véro et Louis. Fait que c'est comme un espèce de dilemme pour toi, mais en même temps, s'ils ont le talent, c'est toujours bien le milieu puis le public qui va décider ils leur donnent leur amour et tout ça, là. C'est ça qui est, au bout du compte, c'est le public qui va décider s'ils font une carrière ou pas, là. 100%. Et l'industrie, c'est-à-dire que... Ouais. Oui, là, je suis pas complètement fou. Puis ils savent, on en parle. Ils risquent d'avoir des opportunités. En même temps, s'ils sont pas bons, ils n'en auront pas deux. Voilà. C'est comme les réalisatrices vont faire comme non, il est pas bon. Ou le public va faire non, moi il est pas drôle, Justin, je vais pas.
Fait que tu peux jamais forcer les gens. Et ils ont tellement de choix que tu peux pas les forcer à venir vers toi, tu sais. Fait que avoir une opportunité pour avoir du succès, il y a un gros décalage entre les deux, il y a un gros trou. Fait que quand les gens qui disent, ben c'est sûr, ils ont tout cuit dans le bec, mais c'est bien mal connaître notre milieu. Je peux pas forcer. Et puis, je veux dire, c'est pas... Raphaël joue dans la stat, puis j'ai jamais appelé Fabienne, là. Je dis, ça tombe comme ça. Elle a une agence, puis il y a beaucoup de rôles dans une année, puis il y avait besoin de ce profil-là. Je peux pas forcer personne à engager mes enfants. Absolument, comme tu peux pas forcer personne à aimer une série télé qui s'intitule Vie rêvée, comme tu peux forcer personne à boire du café Tréma. Merci d'avoir accepté d'explorer toutes sortes de sujets, aucun rapport les uns avec les autres pendant 20 minutes avec moi sur les ondes de Cube. Non, mais c'était très le fun. On devrait partir un segment dans l'émission, ça s'appellerait un Tréma avec. Je sais pas, ça pourrait être drôle. Une idée. J'adore. OK. Hein? Une idée de commandite, je sais pas. OK, merci beaucoup, Louis Morissette, puis conduis prudemment, et puis merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Merci, au revoir. Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Alors, vous souvenez, coudon, on a l'impression que j'ai bu le café. 1, 2, 3, on a l'impression que OK, on recommence. 3, 4. Vous vous souvenez sûrement, le 16 janvier dernier, donc il y a 2 semaines, le Gris Montréal avait partagé avec la population les conclusions d'un rapport sur l'intolérance des jeunes à l'école. Tous les médias en ont parlé. Il y a eu des chroniqueurs, il y a eu des entrevues, tout ça, sans avoir vu le rapport. Tu as tout à fait raison, Cybèle. Moi-même, ici, à l'émission, j'ai reçu Marie Houzeau, qui est la directrice de Gris Montréal. Je l'avais brassé un peu, pas mal, beaucoup, en disant, ben justement, tu sais, vous nous parlez des conclusions d'un rapport, on n'a pas vu le rapport, vous mettez la charrue avant les bœufs, puis vous sonnez et tirez la sonnette d'alarme. Donc, tout le monde attendait que le fameux rapport soit disponible. Il est maintenant disponible depuis à peu près jeudi ou vendredi dernier. Et il y a François Chapelot, qui est professeur émérite au département de biologie de l'Université d'Ottawa, qui régulièrement se prononce justement sur les questions de genre, de sexe, qui a lu le rapport, puis ce qu'il dit est très intéressant. Monsieur Chapelot, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour, Mme Durocher. Oui, alors une des conclusions du rapport du Gris, puis c'est quelque chose qui a été repris par tous les médias sans discernement, sans vraiment connaissance de cause, c'est qu'il y avait supposément une montée de l'intolérance dans les écoles face à la diversité sexuelle et de genre. Vous avez lu le rapport, j'ai lu le rapport. Est-ce que vous considérez que c'est ça reflète vraiment ce qu'il y a dans le rapport quand on dit qu'il y a une montée de l'intolérance face à la diversité de genre? Ben non, ça reflète pas. Après avoir lu le rapport, ce que je note, c'est qu'il y aurait une hausse de l'inconfort par rapport aux orientations sexuelles dans les écoles. Très différent. Quand je parle d'inconfort, je parle pas d'intolérance. Il n'y a aucune donnée là-dedans qui indique qu'il y a une intolérance ou une haine ou une hausse de la transphobie ou une hausse de l'homophobie. Puis quand je parle de diversité sexuelle, quand on mentionne diversité sexuelle, ben les orientations sexuelles, c'est une partie de la composante de la diversité sexuelle. Alors, les autres composantes étant, par exemple, les identités de genre ou... en fait, c'est une division beaucoup plus vaste. Alors, il aurait été beaucoup plus précis de simplement dire inconfort par rapport aux orientations sexuelles. Et encore, il faudrait examiner ça attentivement. Alors, les questions qu'on a posées aux étudiants, aux élèves dans les écoles québécoises, et on leur a dit, êtes-vous un peu à l'aise, très à l'aise, un peu mal à l'aise, très mal à l'aise? Par exemple, si vous apprenez que votre meilleur ami est gay, ou par exemple, si on vous parle de 2 papas homosexuels qui ont un enfant.
Et vous, ce que vous dites, M. Chapelot, c'est que si quelqu'un dit « Moi, je suis pas super à l'aise si j'apprends que mon meilleur ami est gay », il peut y avoir toutes sortes de raisons qui font qu'un adolescent de, mettons, 12 ans est pas à l'aise. Ça veut pas dire qu'il est homophobe. Non, et cette perception-là, absolument pas. Ça veut pas dire qu'il est homophobe ou qu'il est intolérant. Puis cette question-là va être interprétée différemment si on est en secondaire 1 que si on est en secondaire 5, par exemple. Voilà. Alors, faut prendre de tout ceci. Quand je dis un inconfort, ben il y a tellement de variables qui sont associées avec la mesure de cet inconfort-là que on est très loin de l'intolérance ou de la haine, en tout cas. D'accord. Un autre point que vous soulevez, que je trouve important, parce que ça m'a frappé moi aussi, c'est que toutes les questions qui ont été posées aux jeunes ont à voir avec des gens qui sont homosexuels, avec l'homosexualité. Or, les conclusions de ce rapport, on parle de transphobie, on parle de personnes transgenres, de personnes queer, donc alors que le sondage portait sur LGB, lesbiennes, gays, bisexuels, les conclusions de rapport parlent de LGBTQIA+, 2, etc. Donc, c'est comme si on a un petit peu trafiqué les données pour faire croire qu'il y a une intolérance ou une transphobie. Je dirais pas ce que dire que trafiquer, mais certainement qu'on a utilisé un langage qui n'était pas lié directement avec les résultats de l'étude. Ça, on peut voir dans la discussion, parce que tous ces systèmes-là, c'est que la transphobie, la haine et tout ça, c'est dans la discussion. Alors que l'étude en tant que telle ne fait que démontrer qu'il y a une hausse généralisée d'un certain mal à l'aise. Je dirais malaise, mais mal à l'aise, c'est même pas synonyme comme terme. Puis que l'étude indique que c'est plus marqué chez les garçons, c'est plus marqué chez les gens qui pratiquent une religion, et c'est moins marqué chez les gens qui connaissent une personne homosexuelle et un couple homosexuel. C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ceci? Pour moi, c'est très limité. La discussion aurait dû se concentrer sur pourquoi un garçon est plus mal à l'aise, pourquoi la religion est un facteur. On aurait dû se concentrer, alors que la discussion, on rentre dans des grandes considérations de, vous l'avez lu, les crises du journalisme, le masculinisme qui expliquerait pour les garçons. Alors, on a rien dans le sondage, dans les questions qui ont été posées, qui nous permettent d'avoir un iota de résolution par rapport à ces grandes notions-là. Je pense qu'on amalgame essentiellement les orientations sexuelles et les identités de genre. Dans ma tête, c'est très clair, c'est différent. LGB, c'est une orientation sexuelle. TQ, on tombe dans un autre domaine, des identités de genre. Et souvent, ces deux entités-là sont en conflit. En ce sens que les homosexuels revendiquent une orientation sexuelle axée sur le sexe, et non pas sur le genre. Voilà. Et pas sur le genre. Donc, ça crée un conflit déjà à l'intérieur du groupe sur les raisons d'être de cette problématique. Alors, la discussion fait un exercice assez intéressant. Elle ne s'appuie pas du tout sur les données de l'enquête. On a un message à passer avec cette discussion-là qui n'a pas rapport avec l'enquête. Parce que ce que vous nous dites aujourd'hui, puis vous détaillez le rapport parce que vous l'avez lu au complet, comme je l'ai lu au complet, on apporte plein de nuances et de demi-tons. Alors que quand l'étude est sortie, il y a eu une conférence de presse, les journalistes se sont rués là-dessus en faisant des conclusions, en disant « Mon Dieu, c'est donc ben épouvantable, les jeunes haïssent les trans, puis là, ça va plus, puis là, il faut avoir plus d'argent, puis il faut faire des campagnes d'éducation. » Ben, je m'excuse, mais ça n'a strictement rien à voir. Alors, je veux revenir sur un point que vous avez mentionné, que moi, je trouve très important. Quand ils ont fait leur conférence de presse, le GRI et la FCPQ, la Fédération donc des comités de parents, ils ont dit, ben, comment on explique ça? Comment ça se fait qu'il y a plus d'intolérance? Ils ont utilisé le mot intolérance. Ils ont dit, ben, il y a beaucoup de discussions dans l'espace public. On parle des drag queens, puis on parle des trans,
violence, puis tout ça, puis la montée de la droite, puis il y a beaucoup de fake news dans les journaux, puis il y a les vilains masculinistes là qui sont en train de faire une remontée, puis tout ça. Mais comme vous venez de le dire, M. Chapelot, on l'a lu, vous et moi, l'étude. Il n'y a pas un mot sur les masculinistes. Il n'y a aucun moment où on a posé la question aux jeunes, est-ce que vous écoutez Andrew Tate? Est-ce que vous suivez des influenceurs sur les médias sociaux? Donc, au nom de quoi est-ce qu'on conclut que cette supposée intolérance est causée par les masculinistes? Je trouve ça assez grave quand même, M. Chapelot. En fait, il n'y a pas dans la discussion, comme j'ai mentionné plus tôt, un regard critique sur les résultats de l'étude comme telle. C'est-à-dire que on n'examine pas, par exemple, des choses qui seraient peut-être plus faciles à voir, par exemple. Comme quoi? Ou qui aurait, je sais pas, la réalité de la salle de classe, la réalité du discours à l'intérieur de l'école. Ça, ce sont des facteurs proximaux qui auraient probablement une résonance pour expliquer les résultats. Mais non, on a simplement laissé tout ça de côté, cette discussion-là, essayer de comprendre pourquoi les garçons seraient auraient un plus grand inconfort avec le mal à l'aise. On aurait pu consulter un psychologue pour nous donner une réponse. Il y a peut-être quelque chose là-dedans. C'est pas ça. L'idée, c'est que on a trouvé, on est allé dans le discours général qui n'a pas nécessairement rapport avec les orientations sexuelles. Hein. On veut dire, on parle là-dedans de choses qui ont rapport avec toute la discussion en ce moment au niveau des identités de genre. On met ça dans la discussion alors que l'étude ne parle que d'orientation, les données ne parlent que d'orientation sexuelle. Oui, un bel exemple, c'est... Oui, allez-y. Oui. Un bel exemple, c'est que dans le rapport, on parle de genre. On mentionne le mot genre, je sais pas, 30 fois. On mentionne pas une fois le mot sexe. Et tout est axé sur les identités de genre. Or, dans le questionnaire, il n'y a pas une fois le mot genre. Il n'existe pas. Il est pas présent du tout. Alors, on parle d'hommes et de femmes. Alors, alors, quand les enfants ont rempli le questionnaire, est-ce qu'ils savaient qu'ils parlaient d'un genre ou s'ils parlaient d'un sexe? Est-ce qu'ils savaient ce que c'était le genre? Alors, on a tout réinterprété le questionnaire en fonction d'une idéologie. C'est un petit peu un pâté chinois, là. C'est un peu un pâté chinois et on serait pas là en train d'en parler, Monsieur Chapelot, aujourd'hui, si l'étude du Gris avait été passée sous silence. Mais je le répète encore une fois et j'inclus tous les médias là-dedans. Tout le monde est embarqué dans le wagon en disant c'était épouvantable. Il y a eu des chroniques, il y a eu des débats, il y a eu des discussions, il y a eu des entrevues. Là, il y a de l'encre qui a coulé. On a fait un éléphant avec cette affaire-là. Et aujourd'hui, vous démontez tout ça en disant, il y a rien. Il y a rien. La seule conclusion à laquelle on peut arriver, c'est que dans les écoles, il y a un malaise grandissant face à l'homosexualité. Cybèle, vas-y, puis après on va parler de religion. Vas-y. Déjà, pour vous donner un exemple, quand on parle des médias, on va prendre notre propre exemple au Journal de Québec. Le titre était, entre guillemets, un recul de 20 ans, montée inquiétante de l'homophobie dans les écoles secondaires. Donc, ça donnait un peu le ton de ce qu'on voyait dans les journaux à ce moment-là. Mais aussi, M. Chapelot, vous parlez du fait qu'il n'y avait pas le mot genre dans le questionnaire. Mais ça fait partie du malaise des fois qu'on a chez les jeunes quand on parle de ça. C'est le manque de clarté dans le vocabulaire, l'incompréhension qu'on peut avoir par rapport à de quoi on parle, de quoi on discute. Donc, peut-être que le malaise vient de là aussi. Donc, tu sais, vous le disiez, le manque de vocabulaire ou le fait de ne pas le nommer, ben moi, je pense que ça peut faire partie des raisons pour lesquelles les gens vivent des malaises. Ils comprennent mal de quoi on parle. Voilà, mais si on fait en effet un sondage auprès des jeunes, puis on leur demande, êtes-vous à l'aise de savoir que votre meilleur ami est homosexuel? L'homosexualité, c'est être attiré par quelqu'un du même sexe. Ça n'a rien à voir avec le genre. Ça n'a rien à voir avec le genre. Donc, s'il faut un rapport qui parle du genre, alors qu'ils ont posé des questions qui parlent d'homosexualité, qui est d'aimer quelqu'un du même sexe que nous, c'est comme, tu fais un rapport sur les carottes, mais tu as posé des questions sur les tomates. Là, ça marche pas, là. Oui, en plus, il y a une certaine confusion à la lecture du rapport concernant le questionnaire lui-même. Le questionnaire qui est utilisé actuellement par le Gris, avec toute sa série de questions, et date de 2019, alors que l'étude, elle, commence à 2017. Alors donc, je serais curieux de savoir quel était le questionnaire
en 2017 j'étais la question que je me suis posée. J'ai fouillé sur le web. J'ai trouvé un questionnaire de 2017 du GRI. Et si je compare le questionnaire 2017 et 2019, il y a des différences dans l'organisation des questions, même le libellé de certaines questions. Alors, quand on fait une étude comme ceci, où on compare d'une année à l'autre, il est très important que le questionnaire soit le même, ou au moins qu'on en discute. Voilà, qu'on discute des impacts possibles. Si je dis entre 2017 et 2024, il y a eu une montée de l'intolérance parce qu'on a posé les mêmes questions en 2017 et en 2024 et les réponses en 2024 est différente, ben il faut que les questions soient les mêmes. Si les questions sont pas les mêmes, ta méthodologie, elle marche pas. Je suis pas scientifique, mais je suis quand même capable de comprendre ça. Un dernier point, parce qu'on va finir par manquer de temps, je vais absolument parler de la religion. J'ai reçu ici même Marie Houzeau, la directrice du GRI. Je lui ai dit, pourquoi dans vos conclusions, vous parlez de masculinisme, vous parlez des médias, des réseaux sociaux, mais vous parlez pas de la religion. Elle m'a dit, ben, c'est parce que la religion, ça a toujours été un facteur. C'est pas un facteur qui est nouveau, alors que l'influence des masculinistes, c'est nouveau. OK, c'est correct. Mettons, on lit le rapport, vous et moi, Monsieur Chapelot, dans chacune des catégories de questions, plus l'étudiant est religieux, plus il est mal à l'aise avec l'homosexualité. Hey, je m'excuse, mais moi, si je faisais une conférence de presse, c'est la première affaire dont je parlerais. Pourquoi ils en ont pas parlé? Je sais pas. Encore ici, je pense que c'est une bonne question. Il faudrait lui demander pourquoi ils en ont pas parlé. Il y a peut-être au GRI une réticence à discuter de tout enjeu religieux. Je sais pas. C'est pour moi, ça me dépasse. On aurait dû aborder ceci. Dire que c'est quelque chose qui se produit depuis toujours, ben, je suis à peu près convaincu que la composition d'une classe dans une école secondaire en 2017 est différente de cette composition-là en 2023. Si je pense, par exemple, à l'afflux migratoire qu'on a eu dans les dernières années. Alors donc, je veux dire, c'est une bonne question et il n'y a même pas de discussion de cet enjeu-là dans le rapport. On n'en parle pas. On mentionne, mais on n'en parle pas. Alors pourquoi? Ça, je sais pas. Alors, on va devoir se quitter, mais moi, je maintiens, quand tu as un rapport qui dit que plus les élèves sont religieux, plus ils sont mal à l'aise avec l'homosexualité. Si tu n'en parles pas, tu dis plus quelque chose sur toi-même que sur les étudiants. Merci beaucoup, François Chapelot. Discussion passionnante. Merci beaucoup, Madame Durocher. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Tous les lundis, on a la visite d'Isabelle Huot, qui est docteure en nutrition, et on va parler de la santé du cœur. Mais si tu veux bien, je vais prendre 30 secondes parce que un petit peu plus tôt dans l'émission, j'avais Louis Morissette. Et tu sais qu'il a lancé des cafés avec Phil Roy. Ça s'appelle Tréma. Puis moi, j'encourage les gens à acheter des produits québécois plutôt que d'acheter des produits américains. Mais j'avais une inquiétude. dans chaque canette, il y a entre 12 et 13 grammes de sucre. Est-ce que c'est trop pour toi? Écoute, un par jour, peut-être pas plus, parce qu'on sait que 4 grammes de sucre, c'est un carré de sucre. Fait que là, tu vois, t'as à peu près 3 carrés de sucre. Faut pas dépasser 12 par jour. Mais c'est le cas souvent des prêts à boire, hein. Sont pas uniques, hein. C'est souvent 3, 4, voire 5 carrés de sucre, là. Voilà. Donc, la marque américaine, supposément, en a 3 fois plus. Donc, achetons québécois. Comme ça, il y a moins de sucre. Ça, c'est clair. Bon. C'est clair. Alors, parlons de santé cardiovasculaire. Il y a vraiment des informations super intéressantes. Je savais pas, moi, que février, c'était le mois de la santé cardiovasculaire. Tu me l'apprends, ma belle Isabelle? Oui, c'est la 2e cause de mortalité après le cancer. Et la bonne nouvelle, Sophie, c'est qu'on pourrait prévenir 80% des cas en adoptant de saines habitudes de vie, bien sûr, l'alimentation, l'exercice et la gestion du stress. Donc, pourquoi pas revoir ses habitudes de vie en février puis dire, est-ce que mon alimentation, elle est saine pour la santé cardiovasculaire?
Ouais. Alors, tu m'as envoyé des notes et moi, je capotais ma vie. Parce que il y a beaucoup de gens que je connais, dont un ancien collègue, Jean-Nicolas, qui est venu nous rendre visite la semaine dernière, qui me disait que lui, il faisait un régime protéines. Toi, tu me dis, hey, modération, c'est la protéine. Fait que là, moi, je suis mélangée, ma belle Isabelle, parce que des fois, tu nous dis... Le régime carnivore. Ouais. Le régime carnivore, non, ça, je le recommande pas du tout. Mais effectivement, faut suivre la science qui évolue constamment. Puis je parle tout le temps des protéines, puis tu as raison, parce que les besoins en protéines, 0,8 grammes par kilogramme de poids jusqu'à 1,2 grammes par kilogramme de poids. Dans cette zone-là, il n'y a aucun problème. C'est toujours ce que je recommande, à peu près 20 grammes de protéines par repas. Sauf qu'il y a le quart des Québécois qui consomment beaucoup de protéines, c'est-à-dire 1,6 grammes par kilogramme de poids, à peu près 22% des calories. On devrait être autour de 15% des calories totales de la journée. Et trop de protéines, ça veut dire au-delà de 25 grammes par repas. Et c'est là qu'on soulève un doute. Et c'est le cardiologue Martin Junot qui était premier à dire oui, les protéines, c'est sûr qu'il faut en consommer, ça aide à freiner la perte musculaire en vieillissant. J'en ai parlé souvent avec toi, Sophie. Sauf que trop, c'est comme pas assez. Ça me fait penser à la phrase de Dr. Lynn Desautels qui disait trop d'hormones, c'est comme pas assez, ça prend le juste milieu. Puis le juste milieu, c'est ça. C'est à peu près 20 grammes par repas. Trop pourrait augmenter les plaques de graisse au niveau des artères et augmenter le risque cardiovasculaire. On accuse principalement un acide aminé. Acide aminé, c'est constituant de base des protéines. La leucine, qui, selon des études, selon un article super bien fait de Martin Junot, pourrait hausser le risque cardiovasculaire en grande quantité. Fait que c'est pas de pas en prendre, puis je révise pas ma position de prendre 20 grammes par repas. Mais tu sais, les gros carnivores ou le régime carnivore dont tu parlais, là, de la grosse viande matin, midi, soir, puis des grosses quantités, là, je parle pas de 100 grammes de viande, mais genre 200 grammes de viande par repas, trop, c'est comme pas assez. Puis on suit la littérature, puis trop, il pourrait être nocif pour la santé du cœur. Donc, prenez des protéines en dose modérée, comme je le suggère, 20 grammes, à peu près 1 gramme par kilogramme de poids, 1,2 grammes par kilogramme de poids. C'est comme ça, c'est facile, puis on n'en a pas trop. Et des protéines végétales de préférence, parce qu'on sait qu'un régime qui est plus végétarien est mieux pour la santé du cœur. Ouais. Alors, je veux corriger quand même mon ami Jean-Nicolas qui est venu nous rendre visite la semaine dernière. C'était protéines, mais pas nécessairement animales, parce qu'il m'a dit que le matin, par exemple, il prenait, tu sais, les shakes de protéines Vega. Et Vega, c'est vegan. Ah oui! Oui, c'est ça. Mais tu sais, on est mieux de manger ces aliments que de les boire. Fait que si on est trop chèque, faudrait que j'appelle Jean-Nicolas puis que je fasse un petit menu pour déjeuner. OK. Moi, je pense que Jean-Nicolas va maillir parce que j'ai parlé de lui, de son régime en ondes sans lui demander l'autorisation. Ça tombe bien, j'ai pas donné son nom de famille. Fait que y en a-tu des Jean-Nicolas? Hein, tous les Jean-Nicolas au Québec vont pouvoir dire non. Je sais c'est qui. Ouais, OK. Mais c'est parfait. OK, on le nomme pas, on le nomme pas. Ben non, parce que là, je répands des informations à son sujet. Donc, moi, je me souviens quand même, ça fait des années qu'on se parle, toi et moi, tu m'as toujours parlé d'un petit jeu de cartes où ça tient dans la paume. Donc, ça reste toujours, l'essentiel de notre assiette doit être quand même autre chose que de la protéine animale. Oui. Ça doit être essentiellement des légumes, puis d'ailleurs, une grande méta-analyse, là, plus de 150 études, puis encore une fois, les grains entiers, les fruits, les légumes, les protéines végétales, c'est ça qui est associé à une réduction du risque cardiovasculaire de 15 à 17% selon les études, et de la mortalité autour de 20% aussi. Ça vaut la peine. Le microbiote également, Sophie, on en a parlé souvent ensemble. Non, jamais. Mais maintenant, il y a... Tu me parles jamais du microbiote. Hey, si je prenais une shot de tequila à chaque fois que tu me parles du microbiote, je serais saoule tous les lundis. Ben trop de calories, ça, la tequila. Ben trop de calories. C'est ça. Écoute, Sybelle, non, mais c'est vrai, mais je pense que j'en parle au moins une chronique par mois, peut-être 2. Ouais. Mais c'est tellement important. Puis là, on s'est rendu compte que ça pourrait influencer la santé cardiovasculaire également. Donc, le fait d'avoir un microbiote où on a, par exemple, trop de protéines animales, ça pourrait, encore une fois, nuire au microbiote et générer un métabolite qui est associé à un risque cardiovasculaire et de l'inflammation plus élevée. Ça, c'est vraiment des nouvelles recherches. L'indice glycémique aussi, la rapidité avec
avec laquelle des aliments riches en glucides vont augmenter la glycémie. Quand l'indice glycémique est trop élevé, un peu le principe de Montignac dans le temps, c'est un peu la même chose. Mon Dieu, j'aimais ça, Montignac. Ah oui, j'aimais sa mousse au chocolat. Mais moi, j'aimais sa mousse au... T'es-tu bonne, sa mousse au chocolat? Écoute, je me souviens pas de sa mousse au chocolat, mais c'est quoi, cacao? Il y avait quasiment pas de sucre, puis c'était bon parce que tu faisais Montignac, t'avais faim tout le temps parce que t'étais comme en train de dépérir. Puis là, t'arrivais puis il disait, mais vous pouvez manger de la mousse au chocolat si vous la faites vous-même. Puis là, t'étais là, yeah! Tan-ran-tan-tan! C'est parfait, j'embarque moi aussi. Donc, le blanc d'œuf avec du cacao, écoute, pas de sucre, ça, c'est vraiment, vraiment parfait. Et santé du cœur au féminin, tu me disais ce matin, ça t'interpellait. Ben moi aussi, parce que après la ménopause, les femmes courent 6 fois plus de risques de mourir de maladies cardiovasculaires que de cancer du sein. Et les maladies cardiovasculaires aussi vont amener plus de femmes de 65 ans et plus à décéder versus comparativement à tous les cancers réunis. Donc, faut en parler. Quand il y a une chute d'estrogène, le risque est de beaucoup augmenter. Fait que c'est d'autant plus important pour les femmes en périménopause de penser à la santé de leur cœur. D'accord, mais Cybèle est bien trop jeune pour penser à ça, mais moi, j'y pense. Merci beaucoup, Isabelle. Toujours un plaisir de te parler. Toujours un plaisir. On aime ça, avoir un petit cœur en santé. Merci, Cybèle Olivier. Ben, tu sais, prends une petite shot de Tréma, ça va bien aller. Un petit café en canne. Merci beaucoup à Hugo Veilleux, Jean-Philippe Leroux et à demain. Cube.